Donc, le premier, je disais, je pense que c'est ça. C'est ça, C'est docteur. ça. Voilà, je disais, trouble neurocognitif, deux éléments pour définir. Premier élément, c'est une altération durable et acquise des fonctions cognitives. J'avais expliqué c'était quoi les fonctions cognitives ou comportementales. Donc, je disais quelqu'un qui a le trouble de la mémoire depuis un certain temps, quelqu'un qui son comportement a complètement changé depuis un certain temps, ça devient inquiétant pour elle-même, pour la même elle-même et pour son entourage. Attention, c'est un signal d'alerte. Des deux, je disais deuxièmement, c'est une altération d'autonomie. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait plus faire ce qu'il faisait avant de lui-même. Donc, pour se laver, manger, s'habiller, il faut une certaine aide. Là, c'est une perte d'autonomie. Donc, ces deux éléments définissent ce qu'on appelle un trouble neurocognitif majeur qu'on a longtemps appelé une démence. Voilà. Neurocognitif, on retrouve en même temps les causes dégénératives et les causes non dégénératives. Et ici, dans le cause non dégénératif, premièrement, on a des causes vasculaires. Donc, notez quelqu'un qui est hypertendu, diabète, il peut avoir au niveau de son cerveau des lésions cérébrales et ces lésions peuvent amener à ce que aux troubles neurocognitifs. Voilà, donc c'est un peu ça dans les slides. Donc, premièrement, le cause vasculaire. Ici, vous voyez, c'est une IRM cérébrale pour le médecin qui sont là, qui voient, c'est une IRM. Vous voyez toutes les lésions, toutes ces lésions hyper intenses qui sont à côté des structures ventriculaires. Ce sont des lésions des substances blanches. Ce sont des lésions vasculaires. Généralement, c'est chez les sujets hypertension. C'est dans un contexte d'hypertension chronique. Donc, ces lésions, quand elles deviennent abondantes, elles touchent les structures responsables de la cognition et la personne peut faire un trouble neurocognitif. Donc, là, c'était les lésions vasculaires. Les lésions, le cause traumatique. Donc, une personne qui tombe, qui fait un traumatisme crânien, même surtout chez les sujets âgés, même un traumatisme bénin, même un petit traumatisme, ça peut surtout si au préalable il y a aussi une neurodégénérescence au niveau du cerveau, ça peut faire en sorte qu'il y ait constitution de cet hématome sous-dural et l'hématome sous-dural chronique est aussi beaucoup plus pourvoyeur des troubles neurocognitifs. Les causes métaboliques, voilà, il y a l'hypothyroïdie, la carence en vitamine B9, la carence en vitamine B12 est également citée parmi les causes de troubles neurocognitifs. Ici, c'est un exemple du trou de l'hématome sous-dural aigu. Vous voyez, il y a tout ça, c'est un scanner cérébral. Il y a à côté, sous forme de lentilles, vous avez vraiment vous avez une lentille pratiquement hypodense en couleur noire à côté. C'est ça un hématome sous-dural chronique. Voilà, donc le cause tumorale, certaines tumeurs, quand on a une tumeur qui siège au niveau, par exemple, du lobe frontal, lobe temporal, ça peut être pourvoyeur des troubles neurocognitifs. Les causes infectieuses, syphilis, une infection à VIH, dans l'évolution, ça peut donner un trouble neurocognitif. Les causes toxiques, les alcooliques, une intoxication alcoolique chronique, donnent également des troubles neurocognitifs. Ici, l'image, vous voyez, c'est un exemple de tumeur, d'une tumeur qui siège au niveau du lobe frontal. Vous voyez, à gauche, c'est voilà, hyper intense et à droite, c'est hypoétense. C'est différent c'est des séquences d'IRM différentes. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est un autre exemple. C'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. L'hydrocéphalie à pression normale. Cette hydrocéphalie peut entrer dans le contexte de ce qu'on appelle la triade d'Adam-Akims, qui est aussi pourvoyeur des troubles cognitifs. Donc, vous voyez vraiment les ventricules, il y a vraiment une franche hydrocéphalie dans cette image. On progresse. Ici, c'est des causes dégénératives. Comme je vous ai dit, la majorité de troubles neurocognitifs, c'est dû aux causes dégénératives. Donc, vous voyez, 70 à 90% des troubles neurocognitifs sont dus
aux troubles sont dus aux causes dégénératives. Et comme chef des files, c'est la maladie d'Alzheimer qui donne plus de 70% des causes. Donc ici, c'est un tableau qui reprend pratiquement tout ce qu'on s'est dit, donc qui reprend pratiquement tout ce qu'on s'est dit, qui reprend toutes les différentes causes des troubles neurocognitifs et en tête défile la maladie d'Alzheimer. Bon, vous devrez aussi comprendre que tout n'est pas démence, donc tout n'est pas trouble neurocognitif majeur. Donc, quelqu'un qui fait un AVC dans la phase aiguë, donc les premières heures d'AVC, s'il a des perturbations cognitives, c'est pas un trouble neurocognitif. Donc, c'est là les perturbations, les atteintes cognitives sont liées à son AVC. Donc, vous avez vu dans la définition, parmi les premiers slides, le trouble neurocognitif, c'est vraiment une altération durable. Donc, il y a une notion du temps. Une encéphalopathie des Gaët ou Wernicke, c'est dans le contexte d'alcoolisme, donc carence en vitamine B1. C'est pas également, d'emblée, on dira pas ça, ça reste une encéphalopathie. Quelqu'un qui fait une méningoencéphalite et a des troubles cognitifs, c'est une démence. Donc, démence égale trouble neurocognitif majeur. Quelqu'un qui fait une confusion mentale, c'est pas aussi une démence, ça reste une confusion. Donc, si une personne se déshydrate, il peut faire une confusion. Les personnes âgées, quand il a une infection urinaire, une infection pulmonaire, il peut faire une confusion mentale. Donc, et puis, troisièmement, ce qui n'est pas un trouble neurocognitif majeur, c'est le trouble cognitivo-comportementaux innés. Donc, des gens qui ont des retardés mentaux, des troubles des comportements, c'est pas un trouble neurocognitif majeur, donc c'est pas une démence. Voilà. La symptomatologie, voilà, il y a plusieurs, je l'ai dit déjà dès les débuts de mon exposé, je l'ai dit, la symptomatologie, donc on a voilà, les plaintes amnésiques, c'est quelqu'un qui a des oublis, donc il oublie très souvent et il répète plusieurs fois la même chose, voilà, il répète plusieurs fois la même chose pour retenir et il a une impossibilité de se rappeler. Voilà, parfois on a des patients qui vont minimiser la plainte, qui dira non, mais ça inquiète beaucoup l'entourage. Donc, voilà. Et attention, ces troubles aussi peuvent se voir. On peut trouver les mêmes troubles dans la dépression, dans les troubles du sommeil, dans l'anxiété, ou quelqu'un qui prend du neuroleptique, qui peut avoir ces troubles. Là, ça sera lié à la dépression, aux troubles du sommeil et consorts, mais c'est pas les troubles neurocognitifs majeurs, voilà, ou légers. Avec l'avancée de la maladie, je l'avais dit, on a une atteinte de l'autonomie. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait plus utiliser son téléphone, c'est quelqu'un qui ne sait plus, bon, en Europe, oui, utiliser les moyens de transport, c'est quelqu'un qui ne sait plus rien gérer dans son quotidien, il ne sait plus rien gérer, quelqu'un qui ne sait plus se laver, il faut qu'on les rappelle qu'il se lave, il ne sait plus s'habiller, voilà, il y a toutes ces causes, toutes ces retentissements sur l'autonomie, voilà, faut qu'on peut trouver avec l'avancée de la maladie, au stade très avancé, on peut trouver le trouble psychologique et le trouble de comportement. On verra ça. Donc, tout ça, on peut trouver au stade très, très avancé de la maladie. Et ici, à la dernière phrase, j'ai bien dit que les décès généralement surviennent par une complication générale due à l'état grabataire parce qu'à un moment, il ne saura plus marcher, ce sera l'état grabataire et ça amènera toutes les complications et in fine la mort. Voilà. Ici, je vous propose comment on réfléchit pour... Faites-moi signe si vous me suivez toujours. Hein. Faites-moi signe. Vous êtes là? C'est pas sur Zoom, donc j'ai pas des retours. Vous êtes là? Faites-moi signe. Nous sommes là, docteur. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment, là c'était un peu les documentaires, la première partie. L'idée, c'est vraiment réfléchir comment établir un protocole, déjà un protocole diagnostique dans nos milieux, dans notre milieu, dans le contexte congolais, dans le contexte de Kinshasa.
Donc, en faisant cette étude, en réfléchissant, je me rends compte que même chez nous, on a pas mal de choses déjà chez nous. Donc, on a pas mal de choses. Donc, on peut déjà faire certains diagnostics et en faisant ces diagnostics, c'est sauver des vies. Déjà, l'information, ça sauve pas mal de vies. Premièrement, c'est ce que je notais, c'est évaluation de la symptomatologie clinique. Donc c'est quelqu'un, c'est un aîné, un papa, un grand-père à la maison qui commence à avoir des troubles de la mémoire, qui commence à beaucoup plus oublier, qui quelqu'un qui lisait, qui sait plus bien lire. Bon, je parle pas de la vue, je parle vraiment du côté cognitif. Ça commence à vous inquiéter. Mais maman, d'habitude, yo bande kokanga makambu. Mingi, qu'est-ce qui arrive? Ça commence à vous inquiéter. Et la maman qui se dit, donc tout n'est pas anodin. Tout n'est pas anodin. Donc si ça commence à inquiéter depuis un certain temps, dites-vous, ça devient inquiétant. Je dois voir le neurologue, je dois voir les psychiatres, je dois voir les médecins pour ensemble qu'on réfléchisse, qu'on voit ce qu'il y a. Parce que ça peut aussi être de l'anxiété. On sait qu'on vit dans un contexte à Kinshasa, embouteillage, l'eau rebellée, ça peut être de l'anxiété. Ça peut aussi être ça peut vraiment être aussi de la dépression. Donc, il ne faut pas nier, dans notre contexte, on a beaucoup de dépressions, voilà. Et voilà, donc il faut que les médecins voient le neurologue, évalue cette symptomatologie clinique. Donc là, je n'ai donné que l'exemple des troubles de la mémoire, mais ça peut également être des troubles du calcul, les troubles de l'attention, de la concentration. Vraiment, les fonctions cognitives, elles sont plusieurs. Ça peut aller dans tous les sens. Donc, c'est évaluer la symptomatologie clinique. Dès que vous avez des symptômes, qu'est-ce qu'on fait deuxièmement? C'est faire ce qu'on appelle une évaluation neuropsychologique. On est dans un contexte chez nous où on retrouve presque pas de neuropsychologues parce que c'est vraiment le neuropsychologue qui doit utiliser une batterie des tests neuropsychologiques et doit très, très, très bien faire son examen. Et le neuropsychologue te donne même un profil, il te dit tout le trouble cognitif, toutes les fonctions cognitives qui sont altérées. Pour moi, c'est un profil de la maladie d'Alzheimer. Pour moi, c'est un profil d'un trouble neurocognitif qui est dû à une pathologie vasculaire, des antécédents d'AVC, une leucoriose, un peu comme l'image que je vous ai montrée. C'est le neuropsychologue. Mais on est dans un contexte où on ne retrouve pas de neuropsychologue. C'est aux médecins, c'est aux neurologues, aux psychiatres, de savoir utiliser certains tests neuropsychologiques. Et déjà, avec ça, on peut sauver pas mal de vies, mes frères. Donc, troisième, c'est l'évaluation des résultats de la biologie. Donc, ça peut venir juste avant les bilans neuropsychologiques. Donc, la biologie, ça vous permet d'éliminer beaucoup de causes aussi, des causes curables. Donc, dès qu'on a une cause de la biologie, on s'est dit, yes, on a telle cause de la biologie. Donc, on peut traiter la cause et là, le trouble neurocognitif est réversible. Et autre chose, l'évaluation des résultats de l'imagerie cérébrale. Donc, heureusement, on est à Kinshasa. On retrouve, on a quand même accès à l'IRM cérébral, on a accès au scanner. Déjà, avec ces deux éléments, on peut beaucoup retrouver. Et la dernière évaluation, c'est l'évaluation des biomarqueurs. Donc, dans le contexte de chez nous, ça posera des problèmes. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est un peu l'idée du protocole ou de la proposition du protocole diagnostique qui peut marcher dans nos milieux. Voilà. Donc, tout trouble de comportement, c'est pas psychiatrique. Tout trouble de comportement, je dirais, c'est pas la schizophrénie. Il y a de plus en plus de troubles neurocognitifs, aussi des patients avec troubles neurocognitifs qui font beaucoup de symptômes psychocomportementaux. Donc, on est dans un contexte de chez nous où tout est étiqueté psychiatrie. Donc, si on a un trouble de comportement chez nous, égale CNPP. Malheureusement, ils connaissent même pas que les CNPP. C'est pas seulement la psychiatrie, c'est aussi la neurologie. Donc, c'est quelqu'un qui est directement étiqueté. C'est vrai, le trouble neurocognitif, c'est un gros chapitre dans l'intersection de plusieurs disciplines de médecine. Voilà. Mais tout trouble de comportement n'est pas égal à schizophrénie. Voilà.
Donc, ici, c'est un tableau qui vous permet un tout petit peu de voir les différents signes d'appel. Les différents signes d'appel, ces tableaux. Donc, voilà, je vais citer avec vous. Chez quelqu'un qui a des pertes de mémoire qui commencent à affecter la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qu'il faut plusieurs fois répéter. Il oublie des rendez-vous. Tu lui dis, maman, je viendrai te voir tel jour. Elle oublie et ça devient très, très inquiétant. Voilà, c'est un signe d'appel. Quelqu'un qui a des difficultés à exécuter les tâches familières, il ne sait plus prendre ses médicaments, les finances, il ne sait plus gérer. C'est un signe d'appel. Quelqu'un qui cherche deux mots, Kubo, ça n'est, ah, je ne le dis pas en une fois, c'est que ça devient vraiment récurrent, ça devient inquiétant. Ça reste un signe d'appel. Quelqu'un qui est souvent désorienté dans les temps, dans l'espace. Oui, bah, Coco, généralement, enfin, dans le coin, il ne sait plus, on est quel jour, il ne sait plus, Azawa, puis qu'est-ce qu'il fait, ça reste un signe d'appel, un jugement amoindri, des difficultés à identifier les images ou les relations spatiales ou l'accès Kwanga, Kwanga et tout. Quelqu'un qui a une perte fréquente d'objets ou des rangements inappropriés, il ne sait plus télécommande des Alarawa. Puis moi, je ne le dis pas en une fois, écoutez-moi. Donc, ça devient, c'est récurrent et ça devient inquiétant. Chez quelqu'un où il y a des changements d'humeur, du comportement de la personnalité, les difficultés de la planification, de la résolution de problèmes, perte d'initiative, retrait social. Donc, c'est quelques signes d'appel. Déjà, ça va vous permettre à vous de faire une évaluation de la symptomatologie, évaluation clinique, ou carrément, si vous n'êtes pas médecin, d'orienter devant ces signes d'appel la personne vers un médecin pour qu'il fasse l'évaluation clinique. Voilà, donc je l'ai dit, l'évaluation clinique, donc on a parlé de tout, donc ça permet de décrire toutes les plaintes cognitives à travers un examen clinique complet. Donc c'est au médecin de faire un examen clinique complet. Voilà, un examen clinique complet, ça, c'est vraiment un examen clinique complet, un examen neurologique. Donc c'est ça l'évaluation clinique. Deuxièmement, c'est évaluation des résultats de la biologie. Donc, quelqu'un qui a ces troubles cognitifs, vous faites votre examen clinique. Donc, l'examen clinique, ça va de l'anamnèse jusqu'à la fin. Vous confirmez le trouble cognitif. Vous prescrivez un bilan biologique. C'est hyper important de faire ces bilans biologiques. Dans nos milieux, tous ces bilans biologiques est accessible. Après, les recommandations françaises conseillent principalement la NFS plaquette, c'est ce qu'on appelle communément chez nous l'hémogramme complet, l'ionogramme sanguin, la calcémie, l'albuminémie, la fonction rénale, la CRP. TSH, c'est pour voir s'il y a hypothyroïdie ou hyperthyroïdie aussi. La glycémie à jeun. Donc, ces examens, elles sont importants, très, très importants. Déjà, avec ces examens, on sait éliminer certaines causes qu'on a vues dans les premiers slides qu'on a vu, les causes de troubles neurocognitifs. Après, les recommandations françaises complètent aussi par le foie, la vitamine B12, la vitamine B9, les différentes sérologies, syphilis, Lyme, VIH. Je pense que chez nous, ça sera compliqué de trouver, de faire la sérologie Lyme. Je ne sais pas les confrères qui sont là, ils peuvent m'informer, mais la sérologie syphilitique, le VIH, chez nous, c'est OK. Donc déjà, avec ces différents examens, ça nous permet d'éliminer beaucoup de causes curables. Donc, entre autres, ici, je cite l'hypothyroïdie, la carence en vitamine B12, la carence en folate, la syphilis ou l'évolution d'une infection VIH. Donc, hyper important. Troisième évaluation qu'on peut bien faire chez nous, c'est l'évaluation neuropsychologique. Comme je vous ai dit, des préférences par un neuropsychologue, mais à défaut, tous les médecins doivent s'entraîner de certains tests neuropsychologiques. Ici, je reprends deux tests que je trouve importants. Après, les études le prouvent aussi, c'est les Mini Mental State Examination, le MMS, qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre,
qu'il faut savoir comment les faire. Le MOCA. Donc, deux tests, je trouve intéressants. Comme on s'est dit au début, que le trouble cognitif peut être dans un contexte de dépression. Donc, il y a aussi une échelle GDS que vous verrez gratuitement sur Internet, hein, même le Mini Mental State, le MOCA, vous le voyez gratuitement, vous le trouvez gratuitement sur Google. Ces tests vous permettent aussi de faire une évaluation assez sommaire, une évaluation neuropsychologique assez sommaire. Mais si on arrive à avoir un neuropsychologue, c'est bien parce ils font toute une batterie de tests et c'est formidable. Et il y a le professeur Ikanga qui a une très bonne équipe à Kinshasa, qui a ouvert une clinique de mémoire, qui font ça. Donc voilà, donc c'est déjà bien, Dieu merci. Donc on aura de plus en plus de neuros. On a quand même le professeur Ikanga qui est là, qui est référent. Donc voilà, c'est ça l'évaluation neuropsychologique. Et ici, c'est juste une image, ça vous permet de voir les mini-mental states. C'est ça l'image. Ça, c'est les tests de MOCA. Donc, c'est pas, ça, c'est les tests d'horloge. Donc, c'est un autre test. Je dois juste souligner que tous ces tests, malheureusement, n'ont pas été validés en notre population. Donc, on sait bien qu'au Congo, on est dans des contextes où il y a des gens qui n'ont jamais vu ces animaux, certaines personnes chez nous qui n'ont jamais vu d'horloge. Donc, quand tu fais les tests de l'horloge, il ne connaît pas des vrais. S'il n'a pas de troubles, tu risques de les traiter des troubles. Donc, le professeur Ikanga, je pense, lui, il travaille, il a produit une batterie des tests neuropsychologiques qui sont applicables chez nous. Et même ici où nous sommes, il y a des scientifiques qui travaillent pour avoir une batterie de tests chez nous. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qu'on a. Et on sait que les mini-mental tests, si quelqu'un n'a pas fait des grandes études, c'est compliqué. Comme c'est un test, on ne peut pas poser ces questions en lingala parce que ça ne se fait pas. Donc, le test a été validé en anglais puis en français. Je ne sais pas si dans d'autres langues, il a également été validé. Donc, vous comprenez que c'est quand même très compliqué chez quelqu'un qui n'a pas fait des études, qui n'a pas étudié, qui n'a pas un certain niveau. Donc, je pense que le prof est là, Dieu même pour lui, il fait ce travail formidable de nous produire des tests qui sont adaptés à nos populations. Voilà, c'était ça l'évaluation neuropsychologique, l'évaluation des résultats de la biologie, je l'ai dit, l'évaluation des résultats de l'imagerie médicale, hyper important. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic d'un trouble neurocognitif majeur ici sans imagerie médicale. Ça n'existe pas. Et l'imagerie recommandée, c'est une IRM cérébrale qui est recommandée. C'est une IRM. Je sais, en termes de coûts, c'est compliqué. Donc, les scanners, ça peut aussi nous aider à avoir certaines lésions. Donc, les buts de l'imagerie, c'est éliminer le processus expansif intracrânien. Donc, si quelqu'un a une tumeur, comme on s'est dit au début, il y a certaines tumeurs qui peuvent également donner des troubles cognitifs. Donc, si quelqu'un, un patient jeune, une personne âgée, fait un trouble cognitif et en faisant un scanner cérébral, on retrouve une tumeur. Donc, on s'est dit, surtout si elle siège au niveau frontal, on s'est dit, ou temporal, on s'est dit, la tumeur, elle est pourvoyeuse. On voit les neurochirurgiens pour voir les possibilités d'opérer ou les possibilités de prise en charge. Donc, elle peut également nous permettre de voir une hydrocéphalie. Donc, il y avait l'image avant. L'imagerie permet également qu'on détecte certaines lésions vasculaires. On l'a vu avec vous. Et aussi, elle permet de nous donner, d'évaluer l'atrophie des hippocampes. Il y a une échelle que les radiologues utilisent, l'échelle des Sheltins. Voilà, c'est ça. Donc, ici, c'est une imagerie cérébrale où on retrouve une atrophie, une atrophie cortico-sous-corticale. Voilà, une atrophie. Voilà, le médecin voit, ça, c'est une atrophie hippocampique. Donc, une atrophie des hippocampes. C'est juste les éléments que l'imagerie nous donne. Et pour finir, ma proposition de protocole diagnostique, il y a l'évaluation des biomarqueurs. Et l'évaluation des biomarqueurs, chez nous, malheureusement, on n'a pas encore de biomarqueurs. On n'a pas encore des biomarqueurs chez nous, malheureusement.
Mais je vous l'ai dit parce que je pense que ça va venir très bientôt. Il y a un travail que le professeur Ikam avec son équipe, ils avaient fait et ils avaient utilisé, je pense qu'ils ramenaient des trucs des États-Unis pour permettre à ce qu'on évalue le biomarqueur. Ça va arriver. Donc le biomarqueur, c'est quoi? On fait une ponction lombaire et on va prendre les liquides céphalo-rachidiens. On étudie les biomarqueurs dans les liquides rachidiens. Et ça nous donne, c'est beaucoup plus pour le profil de la maladie d'Alzheimer, mais à côté, il y a certains autres troubles neurocognitifs, un peu comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, où on peut rechercher une protéine qu'on appelle les 14-3-3 dans le biomarqueur. Voilà. Ça, c'est juste pour information. Mais déjà, avec une bonne évaluation clinique, avec un bon bilan neuropsychologique, un bilan biologique et une imagerie cérébrale, on a déjà un diagnostic de troubles neurocognitifs. Donc, on sait à peu près c'est quel trouble neurocognitif. Est-ce un trouble neurocognitif majeur lié à la maladie d'Alzheimer? Est-ce c'est lié à des causes vasculaires? On a un trouble neurocognitif majeur vasculaire. On le sait déjà avec ces différentes évaluations. Donc, vous voyez que dans nos milieux, déjà avec les 4, les 5 types d'évaluation, on a déjà un trouble neurocognitif. Donc, on ne va pas tout axer, schizophrénie. Donc, on peut se dire ça, c'est un trouble neurocognitif, surtout chez les sujets âgés, parce que de plus en plus, on aura aussi des patients âgés chez nous et aussi même chez les sujets moins âgés, il y a l'hypertension, il y a toutes ces maladies cardiovasculaires qui montent aussi chez nous, qui entraînent des retentissements sur les cerveaux et ça peut entraîner des troubles neurocognitifs. Voilà un peu les différentes évaluations. Donc, on a vu, ça, c'était ma proposition. Voilà, on y va maintenant des symptômes psychocomportementaux. Donc, les symptômes psychocomportementaux, c'est les symptômes qui sont fréquemment observés chez des personnes qui ont des troubles neurocognitifs. C'est juste ça. On ne fera pas de la physiopathe, on est dans la thérapeutique ici. Mais vous devrez juste savoir que les symptômes psychocomportementaux sont très fréquents, ils sont fluctuants, ils sont aussi vraiment présents dans tout le trouble neurocognitif majeur. Donc, que le trouble soit lié à la maladie d'Alzheimer, que le trouble soit lié à la démence vasculaire, donc aux causes vasculaires. Voilà, c'est pratiquement à l'évolution d'une maladie de Parkinson, c'est pratiquement dans tout le trouble neurocognitif qu'on retrouve les symptômes psychocomportementaux. Et je dois également vous dire qu'on peut retrouver les symptômes psychocomportementaux même au début de la pathologie, comme avec l'évolution. Voilà. Il y a également plusieurs échelles qui ont été validées pour évaluer les symptômes psychocomportementaux. L'échelle que je retiens ici, l'échelle qui est très connue, c'est l'échelle NPI. Donc, vous le trouvez aussi sur Internet. Donc, c'est l'inventaire neuropsychiatrique qui reprend tous les symptômes, bon, pas tous, hein, les symptômes psychocomportementaux qui ont été validés dans le contexte de cette échelle NPI. Voilà, c'est un peu ça l'échelle NPI. Donc, vous comprenez que dans les symptômes psychocomportementaux, il y a des idées délirantes, des hallucinations, l'agitation, agressivité, la dépression, l'anxiété, l'exaltation de l'humeur, l'apathie, la désinhibition, l'irritabilité, le comportement moteur aberrant, le trouble du sommeil, le trouble d'appétit. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Mais comment on prend en charge? N'oubliez pas, donc on est dans un contexte de troubles neurocognitifs. On est dans ces contextes. Donc les symptômes psychocomportementaux, c'est dans le contexte de troubles neurocognitifs. Comment on prend en charge? C'est possible chez nous aussi. Donc c'est possible chez nous aussi comment on prend en charge. Les recommandations sont très aujourd'hui, donc il faut les interventions non médicamenteuses sont indiquées en première intention pour tous les troubles psychocomportementaux. Donc, les traitements médicamenteux, ils sont indiqués en seconde ligne et en association avec les interventions non médicamenteuses. Donc, d'abord,
pour tout symptôme comportemental, c'est des interventions non médicamenteuses. C'est ça. C'est vraiment ça. Et après, il y a les médicaments par après. Donc, voilà. Ici, c'est quelques images des interventions non médicamenteuses. Il y a ce qu'on appelle ici la musicothérapie. Il y a ici, je pense, des éléments d'ergo, les images pour l'ergothérapie. Ça, c'est l'art-thérapie. C'est l'exercice physique aussi, que les études ont prouvé une certaine efficacité de l'exercice physique dans les symptômes psychocomportementaux. Ici, c'est un peu la stimulation cognitive. Voilà. Donc, on commence par le premier symptôme psychocomportemental, très fréquent. Donc, les personnes avec symptômes, troubles neurocognitifs majeurs, premièrement, il y a l'agitation et l'agressivité. Donc, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif majeur, il peut présenter ce qu'on appelle l'agitation, l'agressivité. Voilà, ça c'est les critères diagnostiques. Je vous embête pas avec autant de critères diagnostiques de l'agitation, de l'agressivité. Donc, ici, il y a quelques définitions de l'agitation, de l'agressivité. Donc, ici, c'est une activité motrice excessive. Donc, comportement moteur aberrant, c'est quelqu'un qui bouge sans arrêt, il se balance sans arrêt, il fait des gestes, il pointe du doigt, voilà, sans repos, il a des vocalisations aberrantes. Donc, Bablo Razoloba, vous ne comprenez pas, mais il ne cesse de parler. Voilà, là, on était dans l'activité motrice excessive. Ça peut être de l'agressivité verbale, c'est quelqu'un qui crie, qui parle à haute voix d'une manière